Mes parents ne sont pas venus à ma fête d'anniversaire. Nous sommes en train de choisir la robe de mariée de ta sœur, mais le mariage avait lieu 5 mois plus tard, alors je me suis assuré que son mariage soit un échec. Je m'appelle Alberto et, bien que je n'y ai jamais vraiment pensé, j'ai toujours su que quelque chose n'allait pas dans ma famille. Mais il y a des moments dans la vie qui vous frappent si fort qu'ils vous obligent à ouvrir les yeux, même si ça fait mal. Mon 30e anniversaire a été l'un de ces moments. Pas seulement parce que c'était un jour que j'avais planifié avec enthousiasme, mais parce qu'il a marqué le début d'une décision qui allait tout changer. Ma famille allait payer pour ce qu'ils m'avaient fait, et ils le feraient d'une manière qu'ils n'oublieraient jamais. Tout a commencé il y a quelques mois lorsque j'ai commencé à organiser ma fête d'anniversaire. Je ne suis pas du genre à célébrer en grand chaque année, mais mes 30 ans, c'était spécial. 30 ans de travail acharné, de sacrifices, de responsabilités qui ne m'incombaient pas toujours. J'étais le soutien financier de ma famille depuis mes 22 ans. Mes parents, Nancy et Victor, n'ont jamais été bons avec l'argent. Ma mère était une femme qui vivait pour les apparences, toujours à la recherche d'un moyen d'impressionner les voisins ou ses amis du club social. Mon père, en revanche, était un homme faible, sans ambition, qui laissait ma mère prendre toutes les décisions importantes. Et puis il y avait ma sœur Valentina, l'enfant gâté de la maison, celle qui n'avait jamais eu à lever le petit doigt parce que j'étais toujours là pour tout résoudre. Depuis que j'ai terminé l'université et obtenu un bon emploi d'ingénieur dans une entreprise technologique, je suis devenu le pilier économique de la famille. Je payais l'hypothèque de la maison où nous vivions tous, les factures d'électricité, d'eau, d'internet, même l'essence de la voiture de ma mère. Quand Valentina a voulu étudier le design de mode dans une université privée hors de prix, j'ai payé les frais de scolarité. Quand mes parents ont voulu rénover la salle à manger pour maintenir leur statut, j'ai sorti ma carte de crédit. Et quand Valentina a annoncé qu'elle allait épouser son fiancé, un type fade nommé Diego, devinez qui a commencé à couvrir les frais du mariage. Oui, moi. Mais je ne me plaignais pas, ou du moins pas à voix haute. Je pensais que c'était ce que faisait une famille, se soutenir, être là, même si parfois je sentais que tout le poids reposait sur mes épaules. C'est pourquoi, à l'approche de mes 30 ans, j'ai décidé que je voulais faire quelque chose de spécial. Je voulais célébrer, non seulement parce que c'était une date importante, mais parce que je sentais que je le méritais. Je travaillais 12 heures par jour, parfois plus, et chaque centime que je gagnais allait dans les comptes de la maison ou dans les caprices de ma famille. Alors, je me suis mis au travail. J'ai loué une magnifique salle au centre-ville avec de grandes fenêtres donnant sur un parc rempli d'arbres. J'ai engagé un service de traiteur avec des plats que je savais que tout le monde aimait, tacos, pizzas artisanales, une table de dessert avec des macarons et des petits gâteaux. J'ai même commandé un gâteau géant à 3 étages décoré dans mes couleurs préférées, bleu et argent. Je voulais que ce soit une soirée inoubliable. J'ai invité toute ma famille, bien sûr, mes parents, Valentina, même Diego, bien qu'il ne me plaisait pas particulièrement. J'ai aussi convié quelques amis du travail et 2 cousins avec qui je m'entendais bien. J'ai créé des invitations numériques personnalisées et je les ai envoyées des semaines à l'avance. J'ai appelé ma mère pour confirmer leur présence, et elle m'a répondu avec cette voix qui donnait toujours l'impression qu'elle me faisait une faveur, « Bien sûr, Alberto, nous serons là. Ne t'inquiète pas. » Mon père a juste grogné un « oui » au téléphone, et Valentina m'a répondu par un texto disant « ça a l'air sympa, on se verra ». Tout semblait en ordre. Le jour de mon anniversaire est arrivé, et j'étais excité. J'ai mis ma plus belle chemise, une bleue qui me donnait confiance en moi, et je suis arrivé à la salle 1 heure à l'avance pour m'assurer que tout était parfait. Les serveurs disposaient les assiettes, le DJ testait le son, et le gâteau trônait au centre de la salle, si impressionnant que j'avais presque honte de le couper. Je m'imaginais ma famille entrant, riant, m'enlaçant, disant des choses comme « Alberto, tout est incroyable ». Je rêvais d'un moment où, pour une fois, ils seraient fiers de moi, pas seulement pour l'argent que je leur donnais, mais pour qui j'étais. Mes 19 heures sont passées, et personne n'est arrivé. Ni mes parents, ni Valentina, ni Diego. Mes amis du travail ont commencé à arriver, et bien que j'étais content de les voir, je ne pouvais m'empêcher de regarder la porte toutes les 2 minutes, espérant voir les visages de ma famille. À 19h30, j'ai appelé ma mère. Pas de réponse. J'ai appelé mon père. Rien. J'ai essayé Valentina, et son téléphone était éteint. Mes amis ont remarqué que quelque chose n'allait pas, mais ils ont essayé de me remonter le moral. Ils viendront, mec, ne t'inquiète pas,
m'a dit Carlos, un collègue de bureau, en me tendant une bière. Mais je savais que quelque chose clochait. À 20h, j'ai envoyé un message au groupe familial sur WhatsApp, « Où êtes-vous » La fête a commencé. Pas de réponse. J'ai essayé de profiter, vraiment. J'ai dansé un peu, mangé quelques tacos, et même coupé le gâteau avec mes amis qui ont applaudi et chanté « Joyeux anniversaire ». Mais chaque sourire que j'affichais était faux. J'avais la poitrine serrée, comme si quelqu'un m'avait donné un coup de poing. Où était ma famille? Pourquoi n'était-il pas là? Ce n'était pas juste une fête, c'était mon jour, mon moment, et il le savait. À 21h, quand il était clair qu'il ne viendrait pas, je me suis assis dans un coin de la salle, regardant le gâteau à moitié mangé et les tables pleines de nourriture que plus personne ne toucherait. Mes amis sont partis petit à petit, me tapant sur l'épaule avec des phrases comme « On s'est bien amusé, Alberto ». Mais moi, je ne me suis pas amusé. J'étais brisé. Quand le dernier invité est parti, je suis resté seul dans la salle avec le DJ qui rangeait ses affaires et les serveurs qui nettoyaient. J'ai payé la facture, qui n'était pas donnée, et je suis rentré chez moi avec une sensation de vide que je ne pouvais pas expliquer. Quand je suis arrivé, la maison était sombre. Mes parents et Valentina n'étaient pas là. J'ai pris mon téléphone et appelé ma mère encore une fois. Cette fois, elle a répondu. « Maman, où êtes-vous » ai-je demandé, essayant de garder une voix calme, même si je bouillais à l'intérieur. « Oh, Alberto, nous sommes à la boutique nuptiale avec Valentina » a-t-elle dit, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Nous choisissons sa robe de mariée. C'est un jour très important, tu sais. Je suis resté silencieux un moment, assimilant ces paroles. J'avais l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Vous choisissez la robe de Valentina, ai-je répété, incrédule. Maman, c'était mon anniversaire aujourd'hui. J'ai loué une salle, dépensé une fortune, je vous ai tous invités. Et vous êtes dans une boutique ? Oh, Alberto, ne sois pas dramatique, a-t-elle répondu avec ce ton condescendant qu'elle utilisait toujours pour me faire sentir petit. Ce n'est qu'une fête d'anniversaire. Le mariage de ta sœur est bien plus important. Et puis, on peut célébrer ton anniversaire un autre jour. Un autre jour, ai-je répété, la voix tremblante. Maman, le mariage de Valentina est dans 5 mois. 5 mois. Vous ne pouviez pas attendre un jour ? Vous ne pouviez pas venir à ma fête pendant quelques heures ? Alberto, ne sois pas égoïste, a interrompu mon père, qui apparemment écoutait la conversation. Valentina a besoin de notre soutien maintenant. C'est un moment unique pour elle. Un moment unique, ai-je répété, sentant la colère me consumer. Et mon anniversaire, ça ne l'est pas ? 30 ans, ça ne compte pas ? Tout ce que je fais pour vous, ça ne veut rien dire ? Fils, n'exagère pas, a dit ma mère. On en reparlera quand on rentrera à la maison. J'ai raccroché. Je ne voulais plus rien entendre. Je me suis assis sur le canapé, dans l'obscurité, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pleuré. Ce n'était pas seulement pour la fête, bien que ça fasse mal. C'était pour tout. Les années passées à me sacrifier pour eux, à payer leurs factures, à satisfaire leurs caprices, pendant qu'ils me traitaient comme si je n'avais pas d'importance, comme si j'étais juste un portefeuille, pas une personne. À ce moment-là, assis seul dans la maison que je maintenais moi-même, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas de famille, pas dans le sens qui compte. Ils ne m'aimaient pas, ne me valorisaient pas, ils m'utilisaient. Mais je n'allais pas en rester là. Je n'allais pas laisser passer ça comme si de rien n'était. Alors que mes larmes séchaient sur mon visage, une idée a commencé à germer dans mon esprit. Je n'ai rien dit, je n'ai fait aucun reproche. Je suis resté silencieux, comme toujours, mais dans ma tête, un plan prenait forme. Le mariage de Valentina allait être un désastre, et je m'assurais que ce soit le cas. Pas par vengeance aveugle, mais parce qu'ils avaient besoin d'apprendre une leçon. Ils devaient ressentir ce que je ressentais maintenant. La douleur d'être ignoré, méprisé, réduit à rien. Cette nuit-là, en attendant leur retour, j'ai commencé à planifier. Je ne savais pas encore exactement comment j'allais m'y prendre, mais j'avais 5 mois devant moi. 5 mois pour m'assurer que le mariage de ma sœur, cet événement qu'ils considéraient bien plus important que ma vie, soit un échec total. Et ensuite, je m'assurerais qu'ils comprennent ce que ça signifiait de me perdre, car je n'allais plus être leur distributeur de billets. Plus jamais.
Quand j'ai entendu la porte s'ouvrir et les rires de ma mère et de Valentina entrant dans la maison, parlant de la robe parfaite qu'elles avaient trouvée, je n'ai rien dit. Je suis resté dans l'obscurité, un sourire froid sur le visage. Ils ne le savaient pas, mais le jeu avait changé, et j'allais gagner. Les jours qui ont suivi mon anniversaire étaient comme marcher dans un brouillard épais. À l'extérieur, tout semblait normal. Je me levais tôt, j'allais au travail, je rentrais à la maison, je saluais ma famille d'un ton sec et je m'enfermais dans ma chambre. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Cette douleur que j'avais ressentie la nuit de ma fête, cette sensation d'être invisible pour les personnes qui étaient censées m'aimer le plus, ne s'estompait pas. Elle se transformait, devenait une étincelle de détermination, un feu lent qui alimentait chaque pensée que j'avais à propos du mariage de Valentina. Je n'allais pas les laisser me piétiner encore. Non, cette fois, 5 mois après mon anniversaire, le jour du mariage de Valentina est arrivé. C'était le 15 octobre, un samedi ensoleillé qui, selon ma mère, Nancy, était parfait pour un événement inoubliable. Elle n'avait aucune idée à quel point il serait inoubliable, mais pas pour les raisons qu'elle espérait. Pendant qu'il se préparait pour le grand jour, j'avais passé les derniers mois à planifier en silence, déplaçant mes pions comme un joueur d'échecs dans une partie contre ma propre famille. Aujourd'hui, tout allait exploser, et je serais là, dans l'ombre, regardant le château de cartes qu'ils avaient construit avec mon argent s'effondrer. Le mariage était prévu à 18 h dans un hôtel de luxe en périphérie de la ville. C'était un endroit impressionnant, avec des jardins parfaitement entretenus, une salle de réception avec des lustres en cristal et une vue que ma mère ne cessait de vanter à ses amis. Pendant des mois, elle et Valentina avaient planifié chaque détail, une arche de roses blanches pour la cérémonie, un banquet gastronomique avec du filet mignon et du saumon, un orchestre en direct, des feux d'artifice en fin de soirée. Tout cela payé par moi, bien sûr. J'étais la banque de la famille, celui qui signait les chèques sans broncher. Mais cette fois, j'ai utilisé ce pouvoir contre eux. Je ne vais pas mentir, arriver à ce point n'a pas été facile. Il y a eu des nuits où j'ai douté, où je me suis demandé si j'allais trop loin. Mais chaque fois que je repensais à la nuit de mon anniversaire, seul dans cette salle avec un gâteau géant et des tables pleines de nourriture que personne n'a touchée, la colère revenait. Mes parents, Nancy et Victor, et ma sœur Valentina m'avaient tourné le dos. Ils m'avaient traité comme si je ne valais rien, comme si mes efforts, ma vie, n'avaient aucune importance. Et quand je les ai confrontés, ils m'ont donné des excuses pathétiques, nous étions occupés avec la robe de Valentina. Une robe, 5 mois avant le mariage. Non, ce n'était pas juste une négligence, c'était une trahison. Et aujourd'hui, ils allaient payer. Je suis arrivé à l'hôtel où devait avoir lieu le mariage à 15 h, 3 heures avant la cérémonie. L'endroit était un rêve pour quiconque voulait se vanter. Des jardins verdoyants, une salle avec des lustres en cristal, une fontaine scintillante sous le soleil. Ma mère avait passé des mois à dire à quel point tout serait parfait, comment ce mariage mettrait notre famille sur la carte sociale. Moi, comme toujours, j'avais tout payé, la location de la salle, le traiteur, la robe, les feux d'artifice. Mais cette fois, j'ai utilisé ma position de « banque familiale » pour tisser une toile de chaos. Mon premier coup a été avec la robe de Valentina. Elle avait choisi une robe hors de prix avec de la dentelle française et une longue traîne, qui, selon ma mère, la faisait ressembler à une princesse. Je l'avais vue lors de son dernier essayage, suspendue dans sa chambre comme une relique sacrée. La veille du mariage, pendant que tout le monde dormait, je suis entré dans sa chambre. Ce n'était pas difficile, Valentina laissait toujours sa porte déverrouillée, sûre que personne n'oserait toucher ses affaires. J'ai trouvé la robe dans sa housse, suspendue dans l'armoire. J'ai sorti un flacon d'encre marron que j'avais acheté dans un magasin d'arrêt, avec précaution, j'en ai appliqué un peu sur l'arrière de la traîne, là où elle ne le remarquerait pas en l'enfilant. Ce n'était pas beaucoup, juste assez pour que, en marchant dans l'allée, tout le monde voit une tache disgracieuse qui ruinerait son image de mariée parfaite. Je me suis assuré que l'encre sèche rapidement pour qu'elle n'ait ni odeur ni humidité. Puis je suis sorti de sa chambre sans faire de bruit. Personne n'a rien soupçonné. Le coup suivant était plus compliqué, mais tout aussi cruel. Je savais que Diego, le fiancé de Valentina, n'était pas exactement un saint. J'avais entendu des rumeurs selon lesquelles il l'avait trompée à quelques reprises pendant leur fiançailles, bien que Valentina, pour une raison quelconque, lui pardonnait toujours. Ma mère le défendait en disant que les hommes font des erreurs et que Diego était un bon parti. Je savais que cette faiblesse pouvait être mon arme. Un mois plus tôt, j'ai contacté une femme nommée Sofia,
que j'avais rencontrée par un ami du travail. Sofia était charismatique, belle, et surtout, prête à m'aider pour une bonne somme d'argent. Je lui ai expliqué mon plan, séduire Diego pendant la réception, l'emmener dans un endroit isolé et m'assurer que Valentina les surprenne. Sofia n'a posé aucune question, elle a juste hoché la tête et dit « Donne-moi la moitié maintenant, l'autre moitié après ». Je l'ai payé et lui ai donné des instructions claires, flirter avec Diego pendant la fête, le rendre attiré, puis l'emmener dans un coin du jardin où je m'occuperai du reste. À 18h, la cérémonie a commencé. Les invités, environ 200, se sont assis sur des chaises blanches décorées de rubans dans le jardin de l'hôtel. Quand Valentina est apparue, marchant au bras de mon père, les invités ont applaudi. Sa robe était impressionnante, du moins de face. La traîne glissait derrière elle, et pendant un instant, elle semblait être la mariée parfaite dont elle avait toujours rêvé. Mais lorsqu'elle est arrivée à l'hôtel et s'est tournée pour faire face à Diego, les murmures ont commencé. D'abord un petit rire, puis un autre, jusqu'à ce que le bruit se propage comme une vague. La tache d'encre marron à l'arrière de sa robe était impossible à ignorer, une marque sale et laide. Les invités essayaient de se retenir, mais certains ne pouvaient s'empêcher de rire. Une femme a même sorti son téléphone pour prendre une photo. Valentina ne comprenait pas ce qui se passait. Elle a regardé Diego, qui semblait confus, puis ma mère, qui était au premier rang avec une expression d'horreur. « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi rit-il » a-t-elle demandé, la voix tremblante. Ma mère s'est levée et a couru vers elle, essayant de cacher la tache avec ses mains, mais il était trop tard. Le mal était fait. Les invités continuaient de rire, et certains enfants pointaient la tache en disant des choses comme « Regarde, elle a fait caca ». Valentina est devenue rouge, des larmes dans les yeux, mais elle ne pouvait rien faire. Le prêtre, mal à l'aise, a tenté de poursuivre la cérémonie, mais l'ambiance était déjà brisée. Ma mère m'a regardé depuis l'hôtel, comme si elle soupçonnait quelque chose, mais j'ai affiché une expression de surprise, comme si j'étais aussi perplexe que les autres. Quelle honte, ai-je murmuré assez fort pour que la personne à côté de moi m'entende. À l'intérieur, je ressentais une satisfaction froide. Ce n'était que le début. La cérémonie s'est terminée à la hâte, avec Valentina au bord des larmes et Diego essayant de la calmer. Les invités sont passés dans la salle pour la réception, mais l'atmosphère était déjà tendue. Ma mère courait d'un côté à l'autre, discutant avec l'organisatrice du mariage, Claudia, à propos de la tache sur la robe. « C'est inacceptable. Quelqu'un a dû faire ça », criait-elle. Je suis resté à l'écart, sirotant un verre au bar, observant mon plan se dérouler. Après la cérémonie, les invités se sont installés pour le banquet. C'est là que mon prochain coup est entré en jeu. Quelques semaines plus tôt, j'avais contacté l'entreprise de traiteurs, me faisant passer pour l'assistant de ma mère. Je leur avais dit que, pour des raisons de budget, nous voulions changer le menu de filet mignon et de saumon pour quelque chose de plus simple. La personne au téléphone a hésité, mais lorsque j'ai confirmé les détails de la réservation, elle a accepté. Le nouveau menu était du riz avec des haricots. Quand les serveurs ont commencé à servir, la salle s'est remplie de murmures à nouveau. Les invités regardaient leurs assiettes avec confusion, certains avec un rire étouffé. Ma mère, assise à la table principale, a laissé tomber sa fourchette. « Des haricots » a-t-elle dit, la voix tremblante de rage. « Qui a commandé ça ? Ce n'est pas ce qu'on a réservé. » Valentina, à ses côtés, est devenue pâle. « Maman, qu'est-ce qui se passe ? C'est une honte. » Les invités ont commencé à parler entre eux, certains prenant des photos des assiettes, probablement pour les partager sur les réseaux sociaux avec des commentaires sarcastiques. Diego a essayé de calmer Valentina, mais elle l'a repoussé, les yeux pleins de larmes. Claudia, l'organisatrice, s'est précipitée vers ma mère. « Madame Nancy, le traiteur a dit que vous avez demandé le changement il y a un mois. J'ai le courriel ici. » Ma mère a secoué la tête, presque en criant. « Je n'ai envoyé aucun courriel. C'est un sabotage. » Je suis resté à ma table, mangeant mon assiette comme si de rien n'était. Je savais que le courriel dont parlait Claudia était celui que j'avais falsifié depuis un compte anonyme. Il n'y avait aucun moyen de remonter jusqu'à moi. Pendant que ma mère et Valentina discutaient avec Claudia, les invités continuaient de manger, certains à contre-cœur, d'autres riant ouvertement. Le mariage parfait de Valentina s'effondrait. Mais c'est alors que Sofia est entrée en scène, la femme que j'avais engagée pour séduire Diego.
Je l'avais invitée comme une amie du travail, et personne ne se doutait de rien. Elle portait une robe rouge moulante qui attirait tous les regards, exactement comme prévu. Pendant le dîner, elle a commencé son travail. Elle s'est approchée de la table où était Diego, qui avait déjà bu quelques verres de vin. Elle lui a souri, lui a fait un commentaire sur le mariage, et bientôt ils discutaient comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Valentina était trop occupée à changer de robe pour une autre, moins impressionnante, que Claudia avait trouvée, alors elle n'a rien remarqué au début. Sofia était douée. Chaque regard, chaque rire, chaque contact léger sur le bras de Diego était calculé. Je l'observais de loin, m'assurant que tout se passait comme prévu. Après 1 heure, Sofia a chuchoté quelque chose à l'oreille de Diego, et il l'a suivi dans le jardin, loin des lumières de la salle. C'était mon moment. Je me suis approché de Valentina, qui était sur la piste de danse, essayant de sauver la soirée avec sa robe de rechange. « Valentina, Diego te cherche », ai-je dit d'une voix calme mais pressante. Je l'ai vu dans le jardin. On dirait qu'il voulait te parler. Elle a froncé les sourcils, confuse, mais n'a pas hésité. Dans le jardin? Qu'est-ce qu'il fait là? Sans attendre ma réponse, elle a couru dehors, ma mère sur ses talons. Je les ai suivis, gardant mes distances, le cœur battant fort. Je savais ce qui allait se passer. Quand Valentina est arrivée dans le jardin, elle a trouvé Diego dans un coin sombre, en train d'embrasser Sofia. Ce n'était pas un baiser anodin, c'était passionné, comme si Diego avait oublié qu'il était à son propre mariage. Valentina a poussé un cri qui a résonné dans tout l'endroit. « Diego, qu'est-ce que tu fais » a-t-elle hurlé, des larmes coulant sur son visage. Ma mère, qui est arrivée juste après, s'est figée, une main sur la bouche. « Ce n'est pas possible » a-t-elle murmuré avant de se mettre à pleurer. Diego a essayé de se séparer de Sofia, balbutiant des excuses. « Ce n'est pas ce que tu crois, Valentina. Elle m'a provoqué. » Mais Sofia, suivant mon plan, a simplement souri et s'est éloignée, le laissant seul face à la tempête. Valentina s'est jetée sur Diego, criant et le frappant au torse. « Traître! Tu m'as encore trompé, sanglotait-elle. Les invités, attirés par le scandale, ont commencé à se rassembler dans le jardin, chuchotant et filmant avec leur téléphone. Mon père, Victor, qui n'agissait jamais, a perdu le contrôle. Il s'est précipité vers Diego, le poing levé, criant « Maudit infidèle !» Mais avant qu'il ne puisse le frapper, 2 serveurs de l'hôtel l'ont retenu, le maintenant par les bras pendant qu'il continuait de hurler. Le chaos était total. Valentina pleurait de manière incontrôlable, son maquillage coulant, tandis que ma mère essayait de la calmer, en pleurs elle aussi. Diego, humilié, restait planté là, ne sachant que dire. Les invités ne pouvaient détacher leur regard. Certains riaient, d'autres murmuraient des choses comme « Quelle honte, pauvre marié !» Le mariage parfait de Valentina, l'événement que ma mère avait planifié pendant des mois, s'était transformé en cirque. Je suis resté dans l'ombre, observant le désastre que j'avais créé. Je n'ai ressenti aucune culpabilité, juste une satisfaction profonde, comme si j'avais enfin récupéré quelque chose qu'on m'avait volé. Ma famille m'avait tourné le dos le jour de mon anniversaire, m'avait traité comme si je n'avais aucune importance. Maintenant, ils savaient ce que ça faisait d'être humilié, d'être le centre des rires et des regards de pitié. Pendant que le chaos continuait, je me suis approché de ma mère, qui enlaçait Valentina. « Quel dommage, maman » ai-je dit d'une voix froide. On dirait que tout ne s'est pas passé comme prévu. Elle m'a regardé, les yeux rougis. « Alberto, c'est ta faute. Tu as géré les paiements. Tu as sûrement fait quelque chose. » J'ai souri, haussant les épaules. « J'ai juste payé ce que tu m'as demandé. Peut-être aurais-tu dû mieux vérifier Diego avant de le défendre autant. » Sans attendre sa réponse, je me suis retourné et je suis sorti de l'hôtel. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, j'ai commencé à faire mes valises. J'avais déjà loué un petit appartement en centre-ville, un endroit rien qu'à moi. Le lendemain, j'ai annulé toutes les virements automatiques qui payaient les factures de la maison, l'hypothèque, l'électricité, l'eau, tout. J'ai aussi transféré mon argent sur un nouveau compte, hors de portée de ma famille. Cet après-midi-là, j'ai chargé mes affaires dans un taxi et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Je savais que sans mon argent, la maison s'effondrerait. Valentina, avec son mariage ruiné et son couple en miettes, ne pourrait pas aider.
J'étais déterminé à les oublier, et c'est ce que j'ai fait. Ils ont essayé de me contacter, avec des messages comme « Alberto, où es-tu? Que as-tu fait? La banque dit qu'il n'y a plus de fonds pour payer le loyer. On n'a même pas de quoi manger. » J'ai simplement répondu « Vous n'êtes pas venu à mon anniversaire parce qu'une robe était plus importante. J'ai tout donné pour vous, mais vous ne m'avez jamais aimé. Vous ne vouliez que mon argent. Ne me cherchez plus. Adieu. » Et ce fut la fin de ma prétendue famille. Je n'ai plus eu de leurs nouvelles. J'ai changé de numéro, et je commence une nouvelle vie. J'espère pouvoir construire une vraie famille, qui m'aimera pour ce que je suis, et non pour ce que j'ai.